sur une route sinueuse de campagne, en fin de journée. La pluie tambourine violemment sur le pare-brise. Dans la voiture. À l'avant, Marc et Claire, les parents du petit Élie, discutent d'un ton tendu. À l'arrière, Élie, 8 ans, autiste, regarde fixement la vitre embuée, un carnet de dessin sur les genoux. Il trace doucement un cercle du doigt sur la vitre. Il ne parle pas. Il ressent. Soudain, un animal traverse un éclair blanc au milieu de la route. Crie-chet. Les pneus crient. La voiture dérape. Bam. La voiture percute un talus, s'envole brièvement et chavire. Elle tourne une fois, puis une deuxième. Le monde devient flou. Des vitres explosent. Des éclats de verre volent au ralenti dans la lumière des phares. L'intérieur de la voiture tourbillonne comme une cage de métal. Tout devient silencieux. Le monde s'arrête. Puis, un petit souffle. Élie, toujours attaché à l'arrière, ouvre lentement les yeux. Du sang coule sur son front, mais il ne pleure pas. Il regarde, fixe, ressent. Ses parents ne bougent plus. Au loin, un hurlement déchire la nuit. WOUWOU. Gyrophares bleus et rouges. Des ambulances, des camions de pompiers, une voiture de police débarquent en urgence. Des lumières clignotantes éclairent le décor comme dans un cauchemar. Des secouristes courent, crient des ordres. On a 2 adultes coincés à l'avant. Un enfant à l'arrière. Prépare la civière. Il respire, mais il est en état de choc. Un pompier ouvre la portière arrière avec une pince hydraulique. Élie ne bouge pas. Il fixe une luciole posée sur la vitre brisée. Une seule luciole, dans ce chaos. Dans une maison rustique, Gabriel, un homme âgé, vit seul. Il est en train d'empiler du bois lorsqu'on frappe à la porte. 2 agents se présentent, l'air grave. Ils lui tendent un dossier. Gabriel lit, lentement. On entend sa respiration se briser. Suite au décès tragique de votre fils Marc Vasseur et de Claire Vasseur survenu le 12 août dernier, vous êtes désigné comme tuteur légal de leur fils, Élie Vasseur. Élie est porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Il ne parle pas, mais manifeste des comportements sensoriels spécifiques. Une fiche explicative est jointe à ce courrier. L'enfant est actuellement sous observation. Vous êtes prié de venir le chercher dès que possible. Il reste figé. Ses mains tremblent. Il s'assoit sans dire un mot. On entend le vent souffler dehors. Il regarde une vieille photo de son fils enfant, accrochée au mur. Il murmure. Marc. Claire, qu'est-ce que je vais faire de ce petit? Il serre la lettre contre lui. Fondu noir. Quelques jours après l'arrivée d'Élie chez son grand-père, Gabriel est en ville pour acheter du pain, des œufs et des biscuits qu'il pense que le petit aimerait. Les gens l'observent. Murmure. 2 femmes âgées, sur un banc. Il ne tiendra pas. Il est trop vieux. Et l'enfant ne parle même pas. C'est pas un chat qu'on garde, c'est un garçon. Un homme, ancien collègue de Gabriel, s'approche. Tu sais, Gabi, c'est pas pour dire, mais t'as pas l'âge ni l'énergie pour ça. Tu devrais songer à le confier aux services sociaux. Gabriel amène Élie au petit marché du village. Beaucoup de bruit, de voix, de mouvements, trop de stimulation. Élie commence à crier, se boucher les oreilles, il se couche au sol en se balançant. Les gens les regardent. Certains jugent. Gabriel essaie de le porter, paniqué. Soudain, Élie attrape le chapeau de Gabriel, le serre contre lui, et se calme. Le grand-père comprend que cet objet le rassure. Gabriel, murmurant, ému. T'as besoin de repères, hein mon gars? Je vais apprendre à t'en donner. Gabriel comprend que les objets familiers peuvent apaiser son petit-fils. Une nuit, Gabriel trouve Élie assis par terre, entouré de pièces de bois, silencieux. Il semble désorganisé. Gabriel s'assied à côté. Il ne dit rien. Juste, il commence à imiter les gestes d'Élie. Lentement, ils alignent les pièces ensemble. Élie l'observe. Pour la première fois, il le laisse entrer dans son rituel. Un matin, Gabriel dessine un bol de soupe sur une ardoise. Il le montre à Élie, qui va directement chercher une cuillère. Gabriel éclate de rire.
Mon petit, t'es plus rapide que moi. Il commence à créer tout un système de pictogrammes simples, et Ellie y répond avec une logique impressionnante. Gabriel découvre l'intelligence visuelle et rapide d'Ellie et commence à bâtir une méthode de communication. Gabriel tente de lui apprendre des gestes simples, mais Ellie ne répond pas verbalement. Un matin, Gabriel dessine un bol de soupe sur une ardoise. Il le montre à Ellie, qui va directement chercher une cuillère. Gabriel éclate de rire. Gabriel entre dans une petite boutique du village. Il a décidé d'acheter des jouets pour Ellie. Il prend tout ce qui pourrait l'intéresser. Un train en bois. Des puzzles. Une balle sensorielle. Et un petit piano jouet à touches colorées. Une fois rentré à la maison, Ellie s'assoit silencieusement devant tous les jouets étalés sur une couverture. Il les regarde un à un, ne réagit pas. Soudain, ses doigts touchent le petit piano. Do. Sol. Fa. Des notes dissonantes résonnent dans la pièce. Mais lui, il s'arrête, écoute, et recommence. Do. Fa. Mi. Mi. Il reproduit la même séquence. Encore. Et encore. Son regard est concentré. Ses doigts sont précis, rapides, presque guidés. Gabriel, dans l'embrasure de la porte, est immobile, le souffle coupé. Ce n'est plus un enfant en crise. C'est un enfant connecté à quelque chose d'invisible. Gabriel, chuchotant. C'est ça ton langage. Le lendemain, Gabriel prend son vieux vélo et se rend dans la ville voisine. Il entre dans un magasin de musique. Au fond, il voit un petit piano droit d'occasion, usé, mais encore vibrant. Il le regarde longuement, puis pose une main sur le couvercle. Il ne parle pas, mais ça le fait chanter. Gabriel vide une enveloppe avec ses économies, tremblant, mais déterminé. Le vendeur, touché, lui offre le transport gratuit et un banc de piano. Quelques jours plus tard, une professeure de piano douce et patiente arrive. Elle s'appelle Mireille, elle a déjà travaillé avec des enfants non-verbaux. Ellie, d'abord distant, s'assoit devant le piano. Elle ne parle pas. Elle joue une note. Il la rejoue. Parfaitement. Puis 2. Puis 3. Il apprend en écoutant. Quelques semaines plus tard, Gabriel et Ellie marchent dans la forêt. Le grand-père parle peu. L'enfant aussi. Mais soudain, alors qu'il passe près d'un ruisseau, Ellie ferme les yeux et fredonne une mélodie jouée en cours. Juste les notes. Aucun mot. Mais la justesse est troublante. Les oiseaux s'arrêtent, le vent s'apaise. On n'entend que lui et le murmure des feuilles. Gabriel s'arrête, les larmes aux yeux. T'es pas silencieux, mon fils. T'as juste trouvé un autre chemin. Montage d'Ellie en train de jouer du piano à la maison. Il improvise, recommence, compose. Gabriel accroche les dessins d'Ellie au mur, ainsi que ses partitions simplifiées. Un foyer se reconstruit. Un langage naît. À la vue extérieure du moulin. Une note de piano cristalline s'échappe de la fenêtre ouverte. Le vent la porte à travers les collines. À l'intérieur, Ellie joue sur son piano droit. Des séquences simples, mais étrangement harmonieuses. Ses doigts bougent seuls, comme guidés par une mémoire oubliée. Gabriel l'observe, assis dans un vieux fauteuil. Il ne dit rien. Il écoute avec son âme. Gabriel, voix intérieure. Je pensais lui apprendre la vie. Mais c'est lui qui me montre comment l'écouter. Lors d'une promenade, Ellie s'arrête soudainement dans la forêt. Il ferme les yeux, puis rejoue dans les airs, sans piano, la mélodie du matin. Les feuilles frémissent. Une pluie de lucioles apparaît autour de lui. Gabriel en reste bouche bée. Cette nuit-là, plusieurs voisins du village viennent discrètement écouter la musique du garçon depuis l'extérieur de la maison. Une vieille dame laisse une tarte au rebord de la fenêtre. Un nouveau respect silencieux s'installe. Ellie joue une nouvelle mélodie. Mais elle est inconnue, complexe, avec des touches anciennes. Gabriel, intrigué, fouille dans le grenier et retrouve un vieux carnet de partitions appartenant à son arrière-grand-mère. Il ouvre à une page, c'est la même mélodie. Gabriel, à voix basse. Comment tu connais ça?
Élie commence à écrire ses propres symboles sur du papier, des cercles, des lignes, comme une partition ésotérique. La professeure de piano, troublée, dit « Ce n'est pas un enfant qui apprend, c'est un enfant qui se souvient. » Une journaliste locale, alertée par les villageois, souhaite venir entendre l'enfant jouer. Gabriel refuse. Il ne veut pas qu'on transforme le miracle en spectacle. Mais la professeure, elle, pense que le monde a besoin d'entendre ce qu'Élie a à offrir. Gabriel organise une veillée silencieuse dans la clairière, là où Élie joue parfois dans les bois. Il installe un piano à queue porté par des volontaires du village. Tous viennent, lanterne à la main, sans dire un mot. Élie arrive. Il ne regarde personne. Il s'assoit. Puis il joue. Une mélodie qui fait pleurer les adultes, rire les enfants, trembler les arbres. Les lucioles arrivent en masse, formant une spirale autour du piano. Gabriel, debout derrière, pleure à genoux, une main sur son cœur. Tu n'es pas venu pour apprendre à parler, tu es venu pour nous apprendre à entendre autrement. Le village, matin de la veillée musicale. Les gens se préparent. Au marché, on entend des phrases comme « Tu te souviens quand on disait que Gabriel ne tiendrait pas 2 semaines? Regarde où ils en sont aujourd'hui. Ce gamin est un prodige. J'ai honte de ce que j'ai pensé au début. » Un couple qui avait ouvertement critiqué le grand-père regarde la maison d'un air troublé. La femme, tenant une assiette de biscuits. Je crois qu'on devrait y aller ce soir. Pour écouter. Et pour s'excuser. Gabriel, avec l'aide de quelques jeunes du village, a transporté un piano droit dans la clairière enchantée. Le bois est décoré de lanternes, de fleurs, de petites lumières suspendues. Les enfants du village sont déjà là, assis sur des coussins posés à même l'herbe. Les adultes arrivent, en silence, curieux, intimidés. Un ancien, bourru, chuchote. Je n'ai pas entendu un truc aussi magique ici depuis le feu de la Saint-Jean de 1984. Élie entre. Il ne regarde personne. Il ne sourit pas. Mais il sait exactement où il va. Il s'assoit. Ferme les yeux. Pose les mains. Et commence à jouer. Ce n'est pas une mélodie enfantine. C'est une musique inspirée, étrange, émotionnelle. Par moments douce, puis soudain, puissante, tourbillonnante. Les notes dansent avec les lucioles. Certains villageois ferment les yeux, d'autres pleurent. Madame Lefrançois, la plus sceptique du village, est bouche bée. Clément, celui qui avait dit « cet enfant est un fardeau », regarde fixement, les bras croisés, puis finit par s'asseoir, l'air vidé. La professeure de musique, discrètement présente, laisse couler une larme. C'est un langage ancien. Il ne joue pas. Il parle. Une mère du village, qui a elle aussi un enfant autiste mais qui se cachait, murmure. Et si mon fils avait une musique, lui aussi? En plein milieu de la performance, Élie s'arrête brusquement. Il lève les yeux, et regarde Gabriel, droit dans les yeux. Silence total. Il pose une main sur son cœur, puis sur une touche du piano. C'est la première fois qu'il initie un geste émotif, humain et conscient. Gabriel étouffe un sanglot. Je t'aime aussi, petit. Moi aussi. À la fin de la soirée, personne ne veut parler fort. On entend juste les grillons, le feu de bois, les enfants rire doucement. Les anciens du village s'approchent de Gabriel. Tu nous as tous donné une leçon. Ce garçon a réveillé quelque chose ici. On n'avait plus vu de magie dans ce village depuis des générations. On m'a dit que j'étais trop vieux. Qu'il était trop différent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la différence, quand elle est aimée, devient un pont. Et l'amour, quand il est sincère, devient une musique que même le silence comprend. Le soleil traverse les rideaux de lin. Dans la petite cuisine du moulin, Gabriel prépare le déjeuner. Le pain grille, le lait chauffe, le café infuse. Assis à table, Élie joue doucement avec sa cuillère, frappant un rythme léger contre sa tasse vide. Un rythme régulier. Un rythme musical. Gabriel s'assoit lentement face à lui. Il l'observe. Il ne dit rien. Juste un sourire discret, chargé de fierté. Gabriel, pensée intérieure. Marc. Claire, si vous me regardez, soyez fiers de lui. Il est là. Il avance.
Il m'a fait avancer. Soudain, quelque chose change dans l'air. Un sentiment indescriptible. Gabriel regarde Élie, et dans ses gestes lents, dans la manière dont il le regarde brièvement, il sent une réponse. Il ressent, clairement et profondément, qu'il est exactement là où il doit être. Ce garçon, c'est pas un fardeau. C'est un cadeau. Il m'a donné un rôle. Une mission. Une deuxième vie. Les jours passent. Élie joue du piano chaque matin, comme un rituel sacré. Gabriel installe un petit coin dehors, pour que les enfants du village viennent écouter. Au début, il reste à distance. Puis un jour, un petit garçon s'assoit à côté d'Élie, curieux. Élie, timidement, lui tend une main, puis appuie sur une touche. Do. L'autre enfant répète. Do. Un jeu est né. Un langage s'est ouvert. Gabriel et Élie font de longues promenades dans les bois. Ils cueillent des pierres, écoutent les oiseaux, tracent des motifs dans la terre. Un jour, Élie s'arrête, ramasse un bâton. Et commence à dessiner une portée musicale dans la boue, en silence. Gabriel rit. T'as la musique partout, hein? Même sous les bottes. Ils rient ensemble. Pas avec des mots. Mais avec les yeux et les gestes. Un soir, Gabriel inscrit Élie à un petit concours musical régional. Pas pour gagner. Pour exister aux yeux du monde. Il regarde son petit-fils dormir, blotti dans son lit. Il pose une couverture sur lui. Puis s'assoit sur la chaise, comme à la première nuit. Tu m'as appris que ton silence n'était pas un mur, mais une porte. Et ensemble, on l'a ouverte. Une carte postale est posée sur la table. On y lit. Inscription confirmée récital d'enfants non-verbaux présenté par l'école de musique inclusive. Sur la table, un dessin d'Élie. Un piano. 2 personnes côte à côte. Un cœur dessiné entre les deux.